C'est l'instant passion. Salut les fratés, c'est En ce moment, je bosse sur mon prochain roman pour jeunes adultes et je surfe beaucoup sur le net, comme disent les neugeux, pour me documenter, mais j'ai peur qu'on vienne me voler mes données, c'est pour ça que j'utilise NordVPN. NordVPN, c'est un outil qui permet de crypter votre connexion internet afin de protéger vos données lorsque vous vous connectez à un réseau public. NordVPN vous permet de vous connecter à un serveur afin de changer d'emplacement virtuel en un seul clic. Ce jour-là, je suis à Konoha, mais ma connexion est à Barcelone. Incroyable. En plus, tout ça se fait avec une vitesse de connexion incroyable grâce à la technologie Norlynx. Ça met fin aux limites de bande passante en évitant la mise en mémoire tampon. Vous pourrez profiter du streaming en toute sécurité. Pour découvrir NordVPN, rendez-vous sur ce lien ou utilisez le code suivant pour bénéficier d'un abonnement de 2 ans plus 1 mois supplémentaire gratuit avec une énorme réduction. Que la passion vous guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Pieceology, l'émission dans laquelle nous redécouvrons l'univers de One Piece. Aujourd'hui, 4e épisode, nous allons donc nous attaquer au 4e arc de la saga S-Blue, le bien nommé arc Baratie, qui s'étend du chapitre 42 au chapitre 68. Oui. Et comme d'habitude, petit résumé de l'arc chopé sur internet parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Oui. Après avoir quitté le village de Siro, le Vogue Mary croise le capitaine Don Krieg, un pirate qui envoie valser Luffy jusque sur le Baratie, un navire-restaurant dirigé d'une main de fer par Zeph au pied rouge. Il doit y travailler pour rembourser les dégâts de son atterrissage, et sympathise rapidement avec le jeune coq du restaurant, Sanji. Peu après, le capitaine Don Krieg accoste le Baratie et ordonne au cuistot de nourrir son équipage affamé et en déroute, suite à leur excursion sur la route de tous les périls. Grand Line, en gros, c'est ça l'histoire. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, ça c'est le résumé de la version animée, alors qu'ici on parle du manga. Bon, tu gardes tout, sauf qu'à la place de Don Krieg qui envoie valser Luffy, c'est un mec de la marine. Voilà, à part ça, ça change pas grand chose. Oui. Bref, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh ben évidemment, j'ai bien aimé, mais je t'avoue que j'ai trouvé cet arc un peu longué. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est normal que ça soit plus long parce que c'est l'arc le plus long jusqu'à maintenant. Espèce de débile, c'est pas de ça que je parle. Je te parle que j'ai trouvé l'enchaînement des péripéties un peu chelou. J'ai l'impression que cet arc est un peu surchargé. Je vais tenter de t'expliquer pourquoi. Oui, j'ai trouvé l'histoire presque surchargée en intrigue, en péripéties et même en sous-intrigue. Ouais. D'un côté, on a l'histoire de Sanji et de Zeph, on a l'histoire de Zoro avec Mihawk, on a l'histoire de Luffy contre Don Krieg, on a l'histoire de Jin et Sanji, on a l'histoire aussi de Nami qui se barre avec le magot au milieu de l'histoire, on sait pas trop pourquoi. Bref, je trouve qu'il se passe un peu beaucoup de choses, et peut-être trop de choses dans cet arc. J'ai le sentiment qu'Oda, sur ce coup, a voulu faire trop de choses. Alors attention, je suis pas en train de te dire que c'est mal raconté. Je dis juste que c'est peut-être trop dense. Je dis juste que c'est un peu costaud à encaisser, surtout comparé aux arcs précédents qui étaient très simples, qui allaient à l'essentiel. Là, j'ai eu le sentiment que l'histoire prenait des tours et des détours pour au final nous expliquer quelque chose qui finalement n'est pas si compliqué en fait. Grosso merdo, pour moi le propos, le thème de cet arc est dans la continuité du précédent, qui parlait de la loyauté. Cette fois, on aborde les limites de la loyauté, notamment avec l'histoire de Sanji, futur cuisinier du Vogue Mary. Sanji semble être un orphelin qui a été engagé comme apprenti cuistot sur un navire qui a été abordé par l'équipage de Zeph. Suite à une série d'événements, Zeph sauve Sanji dans une giga tempête et ils se retrouvent tous les deux perdus sur une île déserte avec très peu de nourriture. Zeph a filé tout le peu de bouffe qu'il avait à Sanji et a survécu en mangeant sa propre jambe. Ils ont fini par s'en sortir. Zeph a créé le Baratie et a formé Sanji à la bagarre et à la cuisine. Sanji, se sentant redevable d'une dette éternelle envers Zeph, pour tout ce qu'il a fait pour lui, abandonne son rêve de partir à la recherche de la mer légendaire, Dol Blue. Sanji est donc quelqu'un de très loyal et peut-être même trop loyal. Sa loyauté va peut-être trop loin. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de sacrifier ses rêves, ses convictions, ses ambitions par simple loyauté. En fait, c'est très bien d'être loyal, mais il faut que sa loyauté soit motivée par de bonnes raisons. Et là, selon ce que nous dit One Piece jusqu'à présent, la loyauté de Sanji est motivée par de mauvaises raisons. Sa loyauté est motivée par sa culpabilité. Il est persuadé que Zeph au pied rouge a renoncé à ses rêves et ses ambitions pour le sauver.
Erreur monumentale dont il va prendre conscience en voyant d'une part Zoro affronter Mihawk, quitte à mourir, on va y revenir plus tard, et d'autre part en voyant Luffy se dresser contre Don Krieg. Il voit Zoro et Luffy foncer tête baissée sans une once d'hésitation, quitte à tout perdre pour accomplir leur rêve. Il comprend que ce sont des mecs loyaux entre eux certes, mais surtout loyaux envers eux-mêmes, qu'ils agissent comme ils le font parce que c'est ceux qu'ils sont. Il comprend alors que Zeff n'a en réalité absolument rien sacrifié pour Sanji. Il a juste suivi ses convictions. De plus, Sanji n'a pas été très attentif. Retour au flashback. À la fin, Zeff lui dit que de toute façon, il ne veut plus être un pirate, qu'à présent, il veut créer un bateau-restaurant. Et lui dit aussi et surtout, All Blue existe bel et bien, mais le cap sur Grand Line le moment venu. Non seulement Zeff avait un nouveau rêve, mais en plus il lui a confié l'ancien. Il lui a passé le flambeau. Sanji finit aussi par comprendre que si dette il y a, le meilleur moyen de la payer, c'est d'accomplir son rêve. D'ailleurs, on notera que Zeff a choisi de se bouffer la jambe. Pourquoi? Il aurait pu se bouffer le bras. Non, il a préservé... On le dit. Il se sert de ses mains uniquement pour cuisiner et il se servait de ses jambes pour préserver ses mains. Ses mains, c'est ses outils cuisiniers. Ses jambes étaient ses outils de pirate. Et comme il a renoncé à sa vie de pirate, il n'avait plus besoin de ses jambes. Donc est-ce que finalement, la passion que Zeff avait pour la cuisine n'était pas plus forte que sa passion pour la piraterie? Il me semble que la réponse est plus ou moins évidente. Et du coup, à ce niveau-là, est-ce qu'il a vraiment sacrifié quelque chose? Ou alors, il a simplement suivi ses convictions? Bah voilà, oui, c'est logique. Ou pas, je sais pas. Oui. Cette question des limites de la loyauté, donc de la force des convictions, par opposition forcément, est aussi abordée avec le personnage de Jin. Le vice-amiral de la flotte de Don Krieg, qui se retrouve pris d'un cas de conscience, d'une crise de loyauté. Il veut être loyal à Don Krieg parce que c'est son rôle, mais il veut aussi se montrer loyal envers Sanji parce qu'il lui a sauvé la vie. Il finira par se dresser contre Krieg momentanément, nous montrant que sa loyauté envers Krieg s'arrête à sa loyauté envers lui-même et ses convictions, envers qui il est. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus loyal envers Krieg. La preuve, quand Krieg balance son gaz et que Jin balance son masque à Luffy et prend tout le gaz dans la tronche, pour moi, il ne s'est pas sacrifié pour Luffy, il a accepté la punition de Krieg par loyauté envers lui. Le personnage est décrit avec pas mal de subtilité, et je me demande si on le reverra un jour, parce que je le trouve intéressant. Même visuellement, dans son design, il a pas la gueule d'un perso de One Piece. Les persos de One Piece ont tous des têtes un peu cartoonesques, lui il a la tête d'un mec qui a vécu des trucs de ouf en fait. Et c'est le premier personnage, je crois, qu'on croise avec une tête comme ça, il a une tête de vrai gens. Il est de mec qui a vu trop de trucs, qui sait plus où il est. Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment un design très sérieux, dans son visage en tout cas. Oui. Ces limites de la loyauté sont aussi vues pour le reste de l'équipage de Luffy. Regarde Nami qui se tire avec le trésor. C'est parce que sa loyauté envers Luffy s'arrête là où commence sa loyauté envers son village. Hashtag spoiler. Ensuite nous avons Zoro. Alors qu'il était sur le point de partir à la poursuite de Nami, il arrête tout pour affronter Mihawk. Parce qu'encore une fois, sa loyauté à Luffy passe après ses convictions. Cet arc, c'est aussi l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans le développement de Luffy, parce que vous avouerez que depuis le prologue, Luffy est quand même pas mal spectateur des événements. Alors ok, de par ses convictions, la force de ses convictions, sa joie de vivre, sa personnalité, il arrive à faire changer le monde un peu autour de lui. Il sauve des gens, tout comme ça, ok d'accord, bah, c'est le truc typique du flat caractère, hein, j'en ai parlé lors du prologue. Mais c'est pas parce que tu fais un flat caractère que forcément tu peux pas de temps en temps y apporter un petit peu de nuance. Et je trouve qu'on commence à faire ça avec quelques éléments de cet arc. Oui, je pense notamment à la scène où Luffy tente de lui-même démolir le Baratie et qu'il s'engueule avec Sanji. Il lui dit « Eh, c'est pas en mourant que tu t'acquitteras de ta dette !» Et on voit un mini flashback de Shanks à ce moment-là. Parallèle ultra pertinent avec Zeff. Alors, pas juste parce qu'ils ont tous deux sacrifié un membre pour sauver un gosse, mais parce que ça nous laisse entendre que Luffy se sent lui aussi coupable vis-à-vis de Shanks, et cherche peut-être à payer sa dette aussi. Ce qui expliquerait que sa détermination soit si forte, parce qu'il a conscience de ce qui a été sacrifié pour qu'il puisse réaliser son rêve. Du coup, il s'identifie à Sanji, et ça l'énerve de voir à quel point il n'a rien compris à ce qu'a fait Zeff pour lui. Ah, c'est l'affaire de 2 cases, hein, mais ça raconte beaucoup de choses. J'aime bien ça. D'ailleurs, j'ai l'impression, puisqu'on en parle, qu'Oda veut donner un Shanks, hein, dans le sens une figure de mentor, à tous les personnages. C'est ce qu'il fait avec Usopp, avec l'image de son père, même si c'est fait de manière plus ou moins indirecte. Il le fait avec Sanji, le personnage de Zeff, même le parallèle va même jusqu'à que lui aussi a sacrifié un membre, sauf qu'au lieu de sacrifier son bras, il a sacrifié ses jambes, pour les raisons que je t'ai dit. Et il va même le faire à l'arc suivant, spoiler, avec le personnage de Nami. Mais il y a un personnage
avec lequel il l'a pas fait encore. D'ailleurs, il va le faire aussi avec les autres membres de l'équipage qui suivront, hein, il le fera aussi. Mais il y a un personnage qui est là depuis le début, avec lequel il n'a pas fait. Il y a un personnage qui n'a pas encore son Shanks. Et ce personnage, c'est bien évidemment, tu l'auras compris, Zoro. Alors, vous me direz sans doute, oui, mais Zoro, quand même, il traîne quand même une certaine dette vis-à-vis de sa copine qui est morte, dont j'ai oublié le nom et on s'en fout. J'ai envie de te dire, oui, certes, il a des fantômes dans son placard, mais il n'a pas cette figure de mentor, cette figure paternelle, cette figure de guide pour le guider sur sa voie, si tu veux. C'est ça qui manque au personnage de Zoro, comparé aux autres membres de l'équipage. C'est là que rentre en jeu Mihawk, œil de faucon, le plus grand escrimeur du monde, et accessoirement Shichibukai, mais ça on l'apprendra après. Et leur duel est un moment culte de badasserie qui nous montre toute la détermination de Zoro, bien qu'il soit totalement dépassé. Je pense qu'ici, Oda a voulu réparer une erreur, ou plutôt une lacune du personnage de Zoro par rapport aux autres membres de l'équipage. Tous les membres, y compris Luffy, ont connu un moment où leur conviction a été mise à l'épreuve. Luffy, quand il a failli se faire buter par les bandits dans le prologue, Usopp, quand Kaya le village l'ont rejeté, Sanji, je viens d'en parler, et Nami, ça va venir dans l'arc suivant. Dans Romance Down, les convictions de Zoro ont été exposées, expliquées, mais pas réellement mises à l'épreuve. Et alors qu'Oda s'apprêtait à faire ce boulot-là avec Nami, peut-être qu'il s'est dit qu'il devrait d'abord le faire avec Zoro. Mais vu que Zoro a déjà un fantôme, entre guillemets, qui le hante, il fallait lui filer son Shanks autrement. Du coup, bim, il croise déjà le fer avec Mihawk et il se rend compte à quel point il est encore loin de son objectif. Sa fierté en prend un sérieux coup, mais c'est l'occasion de réaffirmer ses convictions avec force et de lui donner un genre de mentor. Donc là, t'es sûrement en train de te dire qu'après tout ce que je viens de te dire, qu'en fait, les intrigues de cet arc sont très bonnes et pertinentes, avec beaucoup de nuances. C'est très bien écrit en fait. C'est ça que tu vas me dire, alors qu'au début de la vidéo, je disais que j'ai trouvé cet arc un petit peu costaud à bouffer, un petit peu longué. Eh bien, sache que oui, et l'un n'est pas forcément corrélé avec l'autre. Tu peux très bien avoir une histoire très bien écrite, mais costaud à digérer, un peu longuette. Ça n'a pas de lien forcément. Oui, je sais que c'est bizarre, mais oui. Et justement, je pense que ce sentiment de longueur et d'intrigue difficile à bouffer, un peu costaud à avaler, je pense que ça vient en grande partie, précisément de cette scène avec Mihawk. Parce que, comme je te l'ai dit, je sens qu'Oda essaie de réparer une lacune ou une erreur qu'il aurait fait avec le personnage de Zoro. Et il a sans doute profité du passage avec Mihawk pour étendre aussi un peu plus la mythologie One Piece. Et même si la présence de Mihawk est plus ou moins expliquée, je trouve que cette scène, malgré tout ce qu'elle raconte, alourdit le récit et nuit au rythme de l'arc. Tout ce passage est un peu confus. On est là à voir les hommes du Baratie affronter Don Krieg, et tout d'un coup, on part à la poursuite de Nami, et bim, il y a Mihawk qui se pointe. Alors ok, la scène est très utile pour le personnage de Zoro, et un tout petit peu pour Sanji aussi, même si Luffy suffisait largement à ce moment-là. Mais en soi, et je vois mal comment on pourrait me soutenir le contraire, l'apparition de Mihawk ne fait absolument pas avancer l'intrigue. Parce que qu'il apparaisse ou non à ce moment-là de l'histoire finit pareil. Le gars arrive à sa petite scène et se barre sans que ça change quoi que ce soit. Il a fait un caméo à la Marvel en fait. Et je répète, le duel avec Zoro est très stylé et raconte plein de choses intéressantes pour le personnage de Zoro. C'est pas le souci. La question c'est, est-ce que c'était vraiment judicieux de placer ce duel à ce moment précis de l'histoire? C'est ça la question. Et pour moi, je pense que non. Mais c'est mon avis. Et l'autre truc qui m'a donné cette impression de longueur, c'est le combat de Luffy versus Don Krieg. Je l'ai trouvé long, ça tourne autour du pot, le combat met 8 ans à commencer, et surtout je trouve que Don Krieg, c'est le pire antagoniste qu'on ait eu pour le moment. Je ne trouve pas le personnage intéressant. Alors je comprends le délire du personnage, hein. Don Krieg, c'est un pirate qui a des ambitions superficielles. Il s'est dit, ouais j'ai une méga armure, j'ai 5000 hommes, une armada de 50 navires, donc je suis suffisamment balèze pour aller sur Grand Line et trouver le One Piece. Résultat, son armada se fait ken au bout d'une semaine sur Grand Line, et après il se fait rouster par Luffy. Parce qu'il n'a pas compris que la vraie ambition, la vraie volonté ne vient pas du paraître, mais de ce qu'on est à l'intérieur. C'est aussi le premier méchant à partager l'ambition de Luffy. Ok, ça j'ai bien saisi. Il n'empêche que je trouve le combat trop long pour rien, je trouve que le propos du duel est abordé avec trop peu de subtilité, surtout en comparaison des autres thèmes de l'art qui sont abordés avec beaucoup de finesse et de subtilité et beaucoup de nuances, de dimensions. Là c'est vraiment juste tu veux devenir roi des pirates, bah non moi je suis meilleur que toi, nique ta mère. Je trouve ça un petit peu bas de plafond pour le coup. Et en plus, par-dessus tout, je trouve le méchant vraiment éclaté. Du coup, le duel, j'en avais rien à péter.
Voilà, surtout que Luffy est ultra cheaté comme d'habitude, en plus, par-dessus. Donc voilà, quitte à faire un Luffy ultra cheaté, mais nous, moins un mec en face qui est un minimum intéressant. Et là, pour le coup, le personnage n'a pas matché avec moi, je suis désolé de vous le dire. Oui. D'ailleurs, Don Krieg, plus personne n'en parle depuis, en fait. C'est bien pour... On parle toujours d'Arlong, par exemple. Mais Don Krieg, on parle toujours de Kuro, de Baggy le Clown, parce qu'il a un rôle dans la suite. Mais on parle toujours de Kuro. On parle jamais de Don Krieg, parce qu'il est éclaté. Donc c'est bien qu'il y a un problème avec ce personnage. Oui. Et aussi, j'en profite pour le placer, Yosaku et Johnny, là, on est bien d'accord qu'ils ne servent à rien. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui. Mais il y a un truc que j'apprécie avec le délire autour de Don Krieg et aussi l'apparition de Mihawk, c'est qu'on commence à te dévoiler un peu l'ampleur de la mythologie One Piece. C'est-à-dire qu'on t'as un mec avec une méga armure de combat, genre Iron Man de la piraterie, avec une armada, avec 50 navires, 5000 hommes, il se fait ken comme une merde en arrivant sur Grand Line. Et puis tu croises un mec comme Mihawk, le gars il est tout seul sur un radeau, il découpe des bateaux en un coup de sabre et il one-shot Zoro. Donc là ça te montre le level d'exigence qu'il y a sur Grand Line. On est en train de te teaser la légende, pour qu'on comprenne l'exploit que va faire Luffy, on est en train de te commencer à te teaser ce qu'il va devoir affronter, c'est-à-dire non seulement la mer de Grand Line qui est un danger incroyable, mais en plus il va devoir croiser des pirates du niveau de Mihawk si tu veux. Donc là on commence à élever un peu les enjeux, à élever un peu le game, et ça j'aime bien, le côté légende. Parce que c'est ça, je te parle de mythologie, mais là on est en plein dedans, on est dans le côté, vas-y, la légende de Grand Line. On essaie de te faire croire à l'ampleur du délire. Ça j'aime bien, c'est ce qui manquait peut-être encore un peu jusqu'ici. Et ça je kiffe. Ensuite, faut que je reparle un peu de Sanji. J'aime bien le personnage, et je vais sûrement passer pour un fou, mais j'ai un peu l'impression qu'il n'a rien à foutre là. J'ai l'impression, à ce stade de l'histoire, hein, j'entends, qu'il n'a pas de personnalité suffisamment marquée par rapport aux autres persos. Ses motivations sont expliquées et tout, hein, mais je ressens pas qu'il a spécialement des atomes crochus avec Luffy et le reste de la bande. Sa présence ne sonne pas comme une évidence. Usopp, tu captes direct qu'il s'entend bien avec tout le monde. Sanji, je le sens encore un peu froid, un peu en recul. Et je ne saurais pas exactement t'expliquer pourquoi. Là, je te parle d'une impression et totalement subjective. Attention, c'est un sentiment que j'ai vis-à-vis du personnage, pour l'instant. On verra ce que ça donnera après. À part ça, dans cet arc, il y a quand même pas mal de moments vraiment stylés, vraiment badass, voire cultes. Hein. Évidemment, le duel Zoro-Mihawk, qui malgré tout ce que j'en pense, est quand même incroyable. Le moment où Sanji, dans son flashback, tu vois un peu le côté, la direction un peu plus tragique et sombre qu'essaye de prendre One Piece et qui sera encore accentuée avec l'arc suivant, ça j'aime bien. Voilà, il y a vraiment des scènes assez stylées quand même. Même les adieux de Sanji au Baratie, voilà, c'est méga émouvant, bordel. Oui. Non, en vrai, cet arc est encore une fois très bon, avec un propos très dense et très intéressant, avec un vrai sujet très bien abordé, beaucoup d'émotions. Tu sens que ça gagne vraiment en puissance, en termes de densité, en termes de, comment dire, en termes d'intrigue, en termes de subtilité, même au niveau des combats, ça commence à gagner vraiment en ampleur, la mythologie s'agrandit, tout ce que tu veux. Non, j'ai juste des petits trucs à reprocher à cet arc, c'est comme je te l'ai dit, le côté un peu fouillis, le côté un peu fourre-tout, le côté peut-être un peu surchargé et un peu longué de l'arc. J'ai envie de dire que peut-être que là, Oda, pour moi, a fait ses premières petites erreurs, mais en tout cas, rien d'irrattrapable, rien d'impardonnable. Encore une fois, qui je suis pour pardonner les erreurs d'Oda, j'ai envie de te dire, mais pour moi, il y a quand même des petits défauts qui, j'espère, ne seront pas récurrents dans la suite de One Piece, hein, ou peut-être que si, on verra bien. Mais en tout cas, cet arc reste quand même très très stylé. Voilà. Et comme d'habitude, je ne peux que conclure en disant, bah, vivement la suite. Et sur ce, je te souhaite la bonne vie, comme dirait l'ami Varobase, et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?